C'est vraiment pas super ce que je fais, hein, mais ça marche toujours, comme je n'ai pas de jingle ici. Voilà. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Serge Portelli sur le thème de l'emprise de l'autre. Et alors, vous allez voir pourquoi, parce que bien évidemment, on a tous en tête, bien évidemment, l'actualité, mais pas que. Hein. Et cet après-midi, nous allons développer davantage ce sujet-là autour de la question comment on fait pour assujettir la raison ou comment on arrive à assujettir la raison. Alors il se trouve que Serge Portelli, donc il est magistrat, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles, enseignant aussi, ça je sais qu'il y tient beaucoup, à l'école des psychologues praticiens, et puis à l'université aussi à Paris, laquelle... Avec le micro. Oui, parce qu'il y a des gens dans la salle, paraît-il. Et puis en plus, on est filmé et on nous suit aussi par Internet. Voilà. Donc j'ai travaillé à Sciences Po à Paris pendant 15 ans. J'étais enseignant en droit de la famille. Voilà, dans droit de la famille. Alors ce qui nous amène aussi à vous inviter, Serge Portelli, c'est que sur ce thème de l'emprise, vous y avez beaucoup travaillé. Moi, je vous invite à retrouver sur notre site Internet sa biographie, surtout sa bibliographie, et de voir ses différents ouvrages. Et il y a deux dimensions, en fait, celle de l'emprise individuelle et celle de l'emprise collective. Et puis voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de l'une et de l'autre. Cela nous permettrait peut-être de comprendre comment est-ce que l'autre peut complètement nous assujettir, ou comment nous acceptons ou commençons à devenir son sujet, ce qui serait une ouverture pour le débat cet après-midi. Alors l'emprise peut être individuelle, on peut la définir. Dans quel cadre vous l'avez étudiée? S'il vous plaît, juste une information, lorsqu'il y a des gens au fond de la salle qui discutent à haute voix, en fait, ça arrive ici et c'est un petit peu perturbant. Voilà, on essaie de faire au mieux pour tout le monde. Merci beaucoup. La notion d'emprise a connu des définitions très, très variées. Il faut dire que c'est une notion qui est assez récente, qui a fait l'objet d'études dans des domaines et dans des champs extrêmement variés, puisqu'on part de la psychanalyse, de la psychologie sociale, de la sociologie, de la science politique, du droit. Donc vous imaginez bien que tous les spécialistes de ces différentes disciplines ont donné évidemment chacun une définition propre de ce qu'est l'emprise. Alors, si on peut essayer, tenter dans un premier temps de donner une définition qui soit quand même générale, on peut dire que l'emprise, c'est une relation pathologique à l'autre. C'est quelque chose qu'on imagine parfois comme étant inscrit dans un sujet ou dans un autre, mais en fait c'est plus que ça. C'est dans le lien qui unit une personne ou un groupe de personnes à une autre personne ou un groupe de personnes, et qui tend à asseoir une domination sur l'autre ou sur les autres, mais pas n'importe quel type de domination, une domination qui a pour effet de transformer l'autre en objet. Voilà. Je pense que si on peut essayer de faire une synthèse très approximative de ces différentes définitions, c'est vraiment l'essentiel. Et quand je dis objet, ça veut dire qu'on est passé d'une personne à un objet, ce qui est évidemment pas rien. Ce qui veut dire qu'on a nié tout ce qui fait la spécificité, les caractéristiques, les droits, le désir de l'autre. Et beaucoup plutôt de psychologues parlent de meurtre psychique. Alors, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, je suis magistrat. Ça a des avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients.
l'inconvénient ou l'avantage, j'en sais rien, c'est qu'on utilise les mots avec une grande prudence. Et que pour moi, le meurtre, c'est quelque chose d'assez précis, d'assez grave, et qu'on ne peut pas mettre, j'allais dire, à toutes les sauces. Donc, on comprend évidemment ce que c'est qu'un meurtre psychique, mais je pense qu'il faut prendre le terme avec toutes les précautions d'usage. Hein. Les gens qui ont été victimes d'une tentative de meurtre ou dont les parents sont morts dans un meurtre, ils savent ce que c'est, et je pense qu'ils imagineraient mal qu'on puisse assimiler une emprise à un meurtre. Alors, l'intérêt d'être juge, c'est que finalement, on a une vision assez large, assez panoramique de ce que peut être l'emprise. Et effectivement, dans ma carrière, dans ma pratique, j'allais dire, j'ai eu les différentes formes possibles et imaginables d'emprise. Alors, pour parler effectivement au début de l'emprise individuelle. Oui, dans quel contexte vous l'avez croisé, voilà, étudié voilà. En fait. Moi, j'écris des livres, j'essaye de réfléchir, mais je suis d'abord un praticien. Et ça, j'y tiens fondamentalement, parce que tout ce que je peux essayer très timidement, très modestement d'avancer comme idée, ça soit toujours sur un réel, une expérience, et ce que j'ai vécu, tenter de comprendre avec d'autres, évidemment. J'ai été pendant très très longtemps, 25 ans, juge d'instruction. Et j'ai commencé ma carrière, en fait, je vous en parle rapidement parce que ça a une importance, en 1973. C'est un peu vieux, hein. Désolé, mais c'était une époque où la délinquance sexuelle n'existait presque pas. Tout ça évidemment avec des guillemets, parce que dans la réalité, elle existait. Mais elle n'était pas reconnue. Et ça fait partie de la compréhension de ce qu'on va discuter, ce dont on va discuter. Et donc, j'étais comme les policiers, même les psychologues, les experts, les juges, ceux qui s'occupaient des victimes. Je vous assure qu'il n'y en avait pas énormément à l'époque. Tout d'un coup, j'ai découvert, dans les années 70, l'existence du viol, de l'inceste, des agressions sexuelles, du harcèlement, de tout un tas de situations aussi qui étaient à la marge de l'inceste, mais qui étaient très destructrices. Et, comme beaucoup d'autres, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ? Jusque-là, on peut parler de déni. Et je pense que c'est très intéressant pour comprendre ce phénomène de l'emprise, parce que l'emprise ne peut être comprise et ne peut exister même qu'à partir du moment où non seulement les individus, mais la société dans son ensemble arrête de dénier ce phénomène-là. Et ce à quoi j'ai assisté, ce à quoi j'ai participé, c'était précisément cette période des années 60-70 où la parole de la victime a enfin pu émerger. Et ce n'est pas un hasard, puisque vous connaissez tous l'évolution de la société dans ces années 60, qui est capitale à beaucoup de points de vue. C'est à partir de cette époque-là, même si ça avait commencé un peu avant, qu'on a reconnu l'enfant comme étant un être doté de droits, comme étant un sujet de droit. Et même si ça peut vous choquer, mais c'est vraiment à partir de cette époque-là que la femme a existé, vraiment, en tant que sujet de droit. Je suis désolé de dire que c'est un peu vieux, mais c'est pas parce que vous aviez le droit de vote
que vous existiez vraiment. Donc, c'est hélas, enfin, je veux dire, on ne peut que le regretter que ce soit si tardif. Mais c'est une réalité. C'est à partir de ce moment-là que la société a commencé à écouter et à voir. Et moi, j'étais dans la société comme n'importe qui. Donc, je voyais, j'écoutais, j'observais des enfants qui étaient détruits, mais qui étaient dans une situation physique, morale, psychique épouvantable, et que je n'arrivais pas à comprendre, parce que c'était tellement énorme, c'était tellement destructeur, que on ne pouvait le relier à rien. Même chose pour les femmes. C'est à cette époque-là, je vous le rappelle, qu'on a redéfini en droit la notion de viol, pour étendre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour essayer de recouvrir tout ce que ces abus sexuels pouvaient représenter. C'est exactement ce que j'allais dire. De façon extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler de l'emprise, et l'emprise notamment dans la famille. Voilà. Et c'est vrai qu'une des manifestations les plus épouvantables de l'emprise, c'est l'emprise dans le domaine sexuel. Et le viol, les viols les plus courants, je vous le rappelle, la majorité des viols, c'est évidemment pas quand vous sortez la nuit seul, c'est quand vous rentrez chez vous, que vous fermez la porte, que vous mettez votre peignoir, que vous regardez votre télé, et que là, vous avez tous les risques possibles et imaginables. C'est là que le viol existe. Pas qu'en France, partout. On le sait, enfin on l'a su, on l'a nié, ce qu'on appelait, ce que je disais, le déni. Mais il a fallu attendre 1990. 1990, c'est encore longtemps après le droit de vote, hein. Même longtemps après tous les combats qui ont été menés dans les années 70, pour que la Cour de cassation dise oui, il peut exister un viol entre époux. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point ce déni est terrible, et aussi à quel point il a fallu faire preuve de, j'allais dire, à la fois d'imagination et de véritable écoute pour essayer de comprendre quels étaient les effets de ces viols, de ces incestes et de cette emprise, en définitive. Mais pour le comprendre, il fallait se pencher réellement sur ce que vivait la victime. Et ça, j'allais dire, on n'avait pas non plus énormément de moyens pour le deviner. On était face, effectivement, à une situation extrêmement dégradée, et on finissait par le savoir, pas simplement parce qu'il y avait des affaires qui étaient portées en justice, mais parce qu'il y avait un certain nombre de femmes, il faut bien le dire, victimes d'inceste, qui prenaient la parole et qui écrivaient aussi. Et là, on découvrait un monde. On découvrait ce qu'était réellement un traumatisme. Les premiers livres sur le sujet datent des années 70. Il y en a eu beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je pense que on est dans une librairie. Vous avez dû lire les livres de Christine Angot. Il y en a encore un qui est paru cette année. Et on peut voir dans la succession de tous ces livres qui ne tournent finalement que sur un sujet. Quels peuvent être les dégâts, la destruction terrible d'une personnalité qui, dans quelques cas, peut être compensée, magnifiée dans l'art. C'est le cas de Christine Angot, c'est le cas de beaucoup d'autres femmes
artistes. Je pense à des femmes qui ont... à Niki de Saint-Phal, par exemple. Voilà, Niki de Saint-Phal, que vous connaissez évidemment, puisque vous connaissez par ses sculptures, ses œuvres d'art, enfin, sa vie extrêmement mouvementée, qu'on avait du mal à comprendre. Parce que il y avait une exposition d'ailleurs à Paris l'année dernière sur Niki de Saint-Phal qui était absolument extraordinaire. Avec cette affiche aussi où elle tire en Voilà, carabine. exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affiche ou si vous l'avez vue. Effectivement, on voit Niki de Saint-Phal, je pense qu'elle devait avoir 20 ans à peu près, quelque chose comme ça, en train de tirer à la carabine. Et quand vous allez à l'exposition, il y a aussi des films, des vidéos de l'époque qui montrent à cette époque où Niki de Saint-Phal avait été hospitalisée parce qu'on considérait qu'elle était malade mentale. Donc elle avait été en hôpital psychiatrique. Et on avait diagnostiqué à l'époque une schizophrénie. Voilà. Et elle était soignée comme schizophrène. Et c'est vrai que les psychiatres, qui peuvent se tromper comme tout le monde, hein, moi le premier, vous aussi, n'avaient rien compris. Strictement rien compris. Mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de symptômes qui étaient assez inquiétants. Il y avait une violence folle et qui se traduisait notamment par ces œuvres d'art qui consistaient finalement à tirer à la carabine sur des sculptures, sur des portraits, sur tout ce qu'elle trouvait. Voilà. Donc elle exprimait sa violence et en fait son immense souffrance par ça, en tirant des coups de carabine sur ce qui se présentait. Voilà. Et ensuite, son art s'est un peu polissé, j'allais dire. Et elle est devenue cette immense artiste que le monde entier connaît. Et en même temps, c'est une... comment dire, un signe, un message d'espoir extraordinaire pour absolument tout le monde, pour montrer comment on peut sublimer une souffrance, quelle qu'elle soit. Je dois dire que c'est un phénomène relativement rare et que la plupart des victimes d'inceste ne sont pas des Niki de Saint-Phal, donc il ne faut pas non plus rêver. Et ça, on l'assume, ce qui était arrivé à Niki de Saint-Phal dans les années 90, fin des années 90. Je me souviens très bien, comme tout le monde, j'aimais beaucoup Niki de Saint-Phal. Puis à Paris, il y a plein de sculptures d'elle géantes, monumentales. Et Petite parenthèse d'ailleurs, ici aussi, pas très loin, à Bâle, il y a tout un musée pour Niki de Saint-Phal et à côté le musée Tinguely qui fut son compagnon. Magnifique, hein. On peut tout à fait s'y rendre. Enfin, il y a toute sa vie, son œuvre, etc. Quoi. Pardon. Mais non, pardon du tout, au contraire, parce que, si vous voulez, moi je regardais Niki de Saint-Phal comme une créatrice un peu folle dingue, voilà, farfelue, plus que ça, parfois un peu inquiétante, enfin bon, mais sublime. Enfin, il y avait quelque chose du génie, évidemment, chez cette femme-là. Et puis, dans ces années 90, alors j'ai plus la date exacte, paraît un livre assez extraordinaire. Alors, je ne sais pas s'il est dans la librairie. Un livre qui est en fait un livre où elle écrit. Alors, c'est pas dactylographié. En fait, tout le livre est une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elle écrit à la main, avec des dessins. C'est entremêlé. Et donc, c'est une écriture assez belle, assez grande. Enfin, c'est des caractères assez majestueux, étonnamment grands d'ailleurs, et où elle raconte, dans le détail, tout ce qui lui est arrivé. Et c'est terrible. C'est terrible parce que, enfin, je ne sais pas pour vous, mais quand vous savez ça, l'image de l'être, l'image surtout de l'œuvre, change radicalement. Enfin, et vous relisez sa vie et toute l'évolution de son art en fonction de ce qui lui est arrivé.
On n'y peut rien. C'est comme ça. Alors c'est peut-être dommage. L'art a peut-être son autonomie propre. Peut-être qu'il faut faire abstraction de l'écrivain, du peintre, du sculpteur, de ce qu'il y a dans sa vie. Mais là, je veux dire, tout est totalement, extrêmement imbriqué. Voilà. Donc, pardon d'avoir parlé de Niki de Saint-Phal, mais moi, c'est quelque chose qui m'a tellement bouleversé et ému, qui continue d'ailleurs, que je voulais vous en parler, parce que je pense qu'elle représente à la fois une réalité qui a été cachée à cette époque-là, dans les années 50, 60, 70, où on avait vraiment affaire à un déni, et où même la psychiatrie n'avait pas ni les outils, ni le regard, ni l'approche, ni le corpus scientifique qui lui permettait d'appréhender ces réalités-là. Je trouve que c'est intéressant cet exemple de Niki de Saint-Phal, au contraire, parce qu'il y a aussi la question du milieu social. Elle vient quand même d'une famille richissime, elle était très belle, mannequin, enfin tout quoi. Je veux dire, elle avait tout pour intéressant réussir. Comme exemple à tout point de vue. Hein. Oui. Et quand vous regardez, bon, on va pas arrêter, c'est pas. Alors c'est passons pas, à nos. Mais regardez ces dernières œuvres avec ces mers, enfin, vous connaissez, monumentales, magnifiques d'ailleurs, mais en même temps totalement castratrices, enfin, qui mangent. Enfin, on a l'impression que ce ne sont pas des mères. Enfin, c'est à mi-chemin entre la mère et le monstre. Entre le diable et puis la Vierge. Enfin, c'est quelque chose d'étrange, d'ambigu, mais qui représente, là encore, totalement ce que Niki de Saint-Phal reprochait à sa mère, puisque on n'aura pas le temps certainement d'y venir, mais je veux dire, la relation d'emprise et la relation d'inceste, c'est pas simplement un père et une fille, c'est un système familial. Et d'ailleurs, la psychologie, la psychanalyse ont évolué, c'est ce que je voulais vous dire en partie, pour partir, pour s'extraire du sujet et pour regarder ce qui se passe de façon systémique, c'est-à-dire quelles sont les interactions qui existent dans une famille et qui expliquent comment un individu peut se transformer finalement en objet sexuel direct ou indirect dans tout un système familial qui peut impliquer non seulement la génération actuelle, mais les générations antérieures, le père, la mère, les frères, les sœurs, etc. Je parle d'impliquer, hein, je ne parle pas de culpabilité, évidemment. Je parle pas de droit. Alors, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est à cette époque-là, dans les années 70, non seulement qu'émerge le phénomène, qu'on essaye de le comprendre, mais qu'en même temps, on commence à s'intéresser aux victimes. Et c'est vrai que si on n'a pas un discours et une pensée relativement construite sur ce qu'est la victime, on ne peut pas comprendre l'emprise. C'est absolument impossible. Et ce mouvement à l'égard de la victime, il est né à partir de l'instant où on a essayé de comprendre ce qu'était le traumatisme. Et cette histoire, j'allais dire presque de la naissance du traumatisme, enfin naissance au niveau de la pensée évidemment, elle est reliée à la guerre, au traumatisme de guerre. C'est assez curieux d'y réfléchir, et c'est en même temps extrêmement instructif. Quel est le lien entre le traumatisme de guerre et l'emprise? Eh bien, on s'est aperçu, surtout aux États-Unis, essentiellement aux États-Unis, mais on avait aussi quelques chercheurs en France qui travaillaient sur le sujet, qu'un certain nombre de militaires qui avaient fait non pas la guerre d'Indochine, mais la guerre du Vietnam, revenaient dans leur pays complètement détruits et présentant tous les symptômes possibles, imaginables,
de maladies diverses et variées, de maladies psychiques, de maladies mentales extrêmement fortes, d'addictions de toutes sortes, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, et aussi manifestant des actes de violence extraordinaires vis-à-vis parfois de tiers ou souvent dans le couple et vis-à-vis de leurs enfants. Et donc, les chercheurs et les psychiatres américains ont fini par isoler, définir ce qu'était ce traumatisme, qui effectivement, chez ces individus, ces ex-militaires, provenait de la guerre, mais qui, ce traumatisme-là, pouvait s'appliquer à d'autres situations, à des situations où finalement l'individu avait été victime, mais où il avait été confronté à la mort. Et c'est pas la peine de vous faire un dessin, puisque l'année dernière, on a tous vu et entendu et constaté ce que pouvait être un acte de terrorisme et les dégâts inimaginables qu'ils peuvent causer sur des victimes, des proches, des témoins, ou simplement un peuple. Voilà. Donc on s'est aperçu que ce traumatisme-là était un traumatisme spécial et qu'il avait des effets qui n'avaient encore jamais été réellement cernés. Le syndrome de stress post-traumatique. On l'a appelé comme ça. Voilà. Et ça a été une découverte, mais une découverte qui ne concernait pas simplement les États-Unis, qui ne concernait pas simplement la psychiatrie, mais qui concernait le monde entier, qui concernait aussi, donc, évidemment, la justice. Et moi en premier, puisque j'étais confronté, alors je reviens à mon sujet, à des victimes d'inceste ou d'agression sexuelle ou de viol qui présentaient des symptômes exactement de même nature. Et ça nous aide à comprendre en même temps ce qu'est l'emprise. Parce que parmi les symptômes du syndrome de stress post-traumatique, il y en avait quelques-uns qui étaient assez troublants. Et l'un de ces symptômes, par exemple, c'était le silence, la honte, le sentiment de culpabilité, qui expliquait qu'effectivement, pour revenir à l'inceste ou aux agressions sexuelles, les victimes se taisent. Les victimes ne disent rien. Et vous allez me dire, mais c'est quand même gênant, parce que à partir du moment où le déni social se lève, on est confronté à un autre type de déni. Enfin, c'est pas exactement le terme exact dont qu'il faut employer, mais à une sorte de silence. Voilà. Et même quand le silence se lève, même quand la victime d'emprise ou d'autres formes d'agression, quand ce silence se lève, il est extrêmement difficile d'avoir des mots. Voilà, ça peut paraître curieux, mais ça s'explique assez facilement. Imaginez un enfant qui, pendant 10 ans, a été soumis régulièrement à des abus sexuels quasiment tous les jours. Pour arriver à survivre, parce que c'est de ça dont il s'agit, il n'y a pas de méthode, mais il y a une réalité qui fait qu'on gomme ce qui s'efface. On se scinde. Les psychologues disent on se clive. Et effectivement, on essaye d'expurger de sa conscience tout ce qui a trait à la souffrance, aux abus sexuels, à l'inceste. Mais quand la personne arrive à parler, quand elle essaye de parler, ça devient très problématique. Parce qu'il faut qu'elle arrive à trouver les mots.
Et donc c'est tout l'intérêt aujourd'hui d'avoir des psychiatres, surtout des psychologues, des associations d'aide aux victimes, même d'autres types d'associations qui aident précisément à retrouver la parole sur ces actes. Et c'est très important parce que pour que ces gens-là puissent ensuite être reconnus comme victimes, il va falloir qu'ils passent devant ce que je connais bien, la justice. Et ça, c'est terrible. Parce que la justice, elle a besoin de paroles claires, précises, cohérentes, avec une chronologie, avec une logique, avec des détails. Tous ceux précisément qu'une femme ou un enfant qui a été victime de cette emprise ne peut pas fournir. Et ça, c'est terrible, parce que devant le juge, on va dire, ce sont des règles juridiques, procédurales, qui vont s'appliquer. Ce sont des règles qui vont exiger de la victime toutes ces précisions que précisément elle a mis de côté. Et ce à quoi moi j'étais confronté, c'était terrible, c'était précisément d'imaginer une confrontation entre une jeune fille qui a 16-17 ans et un père. Imaginez un père sûr de lui, pouvant mentir évidemment, mentant même souvent, trouvant les mots justes, drapé dans sa dignité, et de l'autre, une jeune fille qui a du mal à se repérer dans le temps, dans l'espace, qui est obligée de trouver des mots qu'elle a découverts d'une certaine façon, qu'elle n'avait pas, qu'elle refusait. Je me souviens par exemple de détails, enfin comment vous dire, une jeune fille à qui il fallait bien demander mais comment ça se passait, comment se passait le viol. Et la seule chose qu'elle pouvait dire, c'est que la tapisserie de la chambre où elle était une tapisserie rose avec des fleurs. Voilà. En tant que juge, c'est très problématique. Parce que ce qu'on attend, c'est précisément un détail véridique, un détail qui nous convainc que ça a bien eu lieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? C'est qu'au moment cruel du viol, des viols continuels, eh bien s'instaure ce qu'on appelle, ce que je vous disais tout à l'heure, un clivage. Et ça, moi ensuite, j'ai beaucoup étudié, je me suis penché sur les actes de torture. On retrouve exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est-à-dire que pour échapper à la mort, vraiment à la mort, que ce soit une mort psychique ou une mort réelle, physique, dans la torture, il faut se couper en deux. Mais l'être et ses sens continuent de fonctionner. Donc, bah oui, cette jeune fille, elle s'est concentrée sur les fleurs, elle s'est concentrée sur la tapisserie, et elle peut dire que ça. Alors peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, si jamais elle fait une psychanalyse ou une psychothérapie, peut-être qu'elle arrivera dans ce temps-là à dire quelque chose. Mais là, dans le temps de la justice, non. Voilà, c'est l'effet de l'emprise. Et comme je vous disais tout à l'heure que l'emprise transforme l'être en une chose, c'est ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que l'effet de l'emprise, tout à l'heure je parlais, sans l'adopter vraiment, la définition du meurtre psychique, mais il y a quand même quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'on tue quelque chose
chez l'individu. Et on tue quelque chose de l'ordre du psychique. Beaucoup de psychanalystes, d'ailleurs, utilisent le terme de vampirisme. Et je trouve que c'est un terme qui convient parfaitement. C'est-à-dire qu'on vide de sa substance la psyché de l'individu. On l'absorbe, on l'extrait, on le siphonne. Et donc il ne reste presque plus rien, que des balbutiements de sensations, des balbutiements de pensées. Et donc il va falloir ensuite essayer de retrouver tout ça pour se reconstruire. Alors là, je vous ai parlé des viols, des agressions sexuelles, des incestes, mais dans l'emprise individuelle, il y a d'autres types d'emprise. Il n'y a pas que les agressions sexuelles. Et si on quitte le domaine parental, on s'aperçoit qu'effectivement, dans la relation de couple, on peut avoir exactement les mêmes phénomènes d'emprise, les mêmes phénomènes de possession et les mêmes phénomènes d'assèchement de la pensée d'une femme généralement, ou d'un homme plus rarement. Donc, oui, la relation d'emprise, elle peut exister dans une relation amoureuse. Alors, il faut quand même se méfier parce que c'est le juriste qui parle, hein, parce que on peut presque tous dire oui, qu'on a été victime d'une emprise à un moment donné, quoi. Voilà. Et quand on a un peu mon âge ou le vôtre, et puis qu'on se rappelle de tous ces souvenirs amoureux, on se dit ah ben zut, alors ça m'est arrivé quelquefois. Évidemment avec une grande mauvaise foi et sans imaginer les relations d'emprise qu'on a pu faire subir à l'autre. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de relations amoureuses, qu'on appelle les relations fusionnelles, ça revient un peu à ça. C'est-à-dire ce sont ces relations où finalement on disparaît, on se fond complètement dans l'autre. Alors, le seul bémol qui permet quand même de recadrer les choses, c'est que l'emprise réciproque, à mon avis, n'existe pas. Voilà. C'est ce qui nous sauve, je ne sais pas ce que dire. L'emprise réciproque n'existe pas. Ça se discute, hein. Non, mais c'est intéressant à relever. Je pense salvateur, alors. C'est pas que moi qui le pense. Ouais, la relation d'emprise se caractérise par une domination. C'est vraiment l'essence de l'emprise. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de pouvoir, il y a une volonté d'appropriation, il y a une volonté d'être la chose du propriétaire. Voilà. Et ça, ça peut jouer dans un sens, ça peut rarement jouer dans les deux. C'est simplement ce que je suggérais en disant qu'il n'y a pas d'emprise réciproque. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup de femmes qui sont soumises dans des relations de couple à ces emprises. Et là encore, je préfère vous parler de la pratique, et notamment de tout ce phénomène des violences conjugales que vous connaissez et qui est une plaie terrible. Alors pas simplement de nos sociétés, évidemment, mais qui existe très fortement en France. Et c'est peut-être là où j'ai ressenti encore plus fortement que dans les relations parentales à quel point une femme pouvait être totalement dépendante d'un homme violent. Et comment vous dire, je vous donne juste un exemple, une image, mais qui s'est reproduite tellement de fois. Une femme qui dépose plainte
qui dépose plainte, non d'ailleurs, la plupart du temps elle appelle police secours, la police débarque, on ramasse les pots cassés, on constate les dégâts, on fait venir le SAMU, donc bah oui évidemment, les voisins sont écoutés, la femme dépose plainte, l'homme est peut-être de l'autre côté de la rue, un bar en train de commencer à cuver, évident. La violence conjugale, les violences conjugales, parce que généralement ça dure depuis un petit moment, sont patentes, ce qu'on appelle un délit flagrant. Donc assez souvent on met le mari en détention provisoire, la justice dure, c'est un de ses mots, et en même temps c'est un de ses avantages, et quelques mois plus tard je fais une confrontation entre l'homme et la femme. Et là, 3 fois sur 4, pour pas dire 9 fois sur 10, à peine on a enlevé les menottes au mari que la femme vient à côté de son homme, lui prend la main ou l'embrasse et lui pardonne tout. Et me supplie de libérer son chéri parce qu'elle lui pardonne. Oui, c'est vrai, ça s'est déjà passé 3 fois, 4 fois, mais bon là, il lui a vraiment promis, ça va pas recommencer. Voilà. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est le symptôme, le signe le plus extraordinaire qui puisse être de l'emprise. C'est-à-dire que malgré, c'est ça qui est fou, quoi. Malgré l'intervention d'un tiers, parce que c'est ça, c'est l'intervention du tiers, la société, la justice, la police, tout ce qu'on veut. Et d'un tiers protecteur, en plus. Et d'un tiers protecteur, oui. Des droits. Qui a pour but de la restaurer dans ses droits, qui a pour but de la restaurer dans son identité. Eh bien, malgré ça, la femme veut retourner dans ce système qui l'a détruit. Et ce que je vous dis, c'est évidemment pas une critique des femmes, évidemment pas. C'est un constat. C'est juste un constat qui nous permet de comprendre, je veux dire, quelle est l'ampleur de l'emprise. Alors évidemment, ensuite, quand on essaye de savoir le pourquoi, on s'aperçoit que ces femmes, je relisais encore hier, ça m'a bouleversé un de mes vieux dossiers, où la femme elle avait failli être tuée d'ailleurs par son ex-compagnon. Et j'avais fait examiner la femme par une psychologue de bien vouloir se présenter. Je commence par et toi, elle David racontait Lebreton, l'histoire un habitué, un grand fidèle du forum. Je te l'histoire de laisse dire cette 2 mots femme sur toi, ton travail. qui était une enfant battue. On a rassemblé Et un bon, plateau. Je vais demander aux uns et aux mais, autres de nos intervenants de bien vouloir se présenter. Je commence dans par toutes toi, les David situations Lebreton. possibles, imaginables, d'enfance, d'adolescence, de couple, de mariage, de séparation, qui avait toujours connu ce rapport à la violence, qui finalement, j'allais presque dire, la constituait au point qu'elle n'arrivait plus à s'en échapper. Et je revois cette dernière phrase qu'elle disait à la psychologue à la fin de cet entretien. Mais pourquoi je retourne toujours avec des hommes violents? Voilà, c'était la question qu'elle finissait par se poser. Enfin bon, de toute façon, parce que j'ai oublié de vous dire que son ex lui avait tiré dessus, donc elle était gravement blessée. En plus, c'était devant sa fille, mais il avait aussi tué son nouveau compagnon. Donc, voilà, il est resté un petit moment. Dieu est le passé et l'avenir. Oui, exactement, et le présent. Oui, Voilà. le présent. Donc, si vous voulez, c'est ce qui est terrible chez la victime d'emprise, c'est finalement qu'il ne s'agit pas
l'auteur et de la victime, on retrouve exactement les mêmes composantes. Et c'est ça qui est troublant en même temps. C'est que on s'aperçoit que dans cette relation pathologique, où il y a un auteur et où il y a une victime, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas, il y a des deux côtés les mêmes composantes de violence. Et pour terminer, juste une chose, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur le stress, sur le syndrome de stress post-traumatique, une des choses dont on ne parle jamais, c'est que ces militaires qui reviennent des États-Unis ou d'ailleurs, on les considère comme des victimes. Ils sont victimes d'un syndrome qu'on va traiter. D'ailleurs, aux États-Unis, on les traite pas mal. Il y avait un film d'ailleurs qui était dans le titre m'échappe, mais qui est sorti il y a quelques mois comme ça sur un militaire qui avait été en Irak et qui avait fini par se faire tuer, d'ailleurs qui était tué. Voilà, extraordinaire. C'est vraiment actualisé tout ce que je viens de vous dire, avec la difficulté de vivre avec sa femme, avec ses enfants, dans sa vie sociale, voilà, et qui essaye quand même de survivre tout ça en essayant d'aider ses anciens compagnons, mais il en meurt. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que on nous dit que ces militaires, ce sont des victimes, mais quand on y réfléchit 2 secondes, de quoi sont-ils victimes? Qu'est-ce qu'ils ont subi? En fait, ce sont des auteurs. Ce sont des auteurs. Et ceux qu'ils ne supportent pas, c'est la confrontation à la mort que eux ont connue en commettant des actes atroces, insupportables. Je vais pas vous faire un dessin, mais ça peut être terrible. Ça peut être des massacres, ça peut être des violences, ça peut être des viols qu'ils ont commis, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, des choses d'une barbarie inouïe, mais dont ils sont l'auteur. Voilà. Et c'est très troublant comme réflexion, comme approche. Ça ne veut pas dire que il y a une indifférence entre l'auteur et la victime, pas du tout. Mais simplement les processus qui sont en œuvre, les processus intérieurs, les processus psychiques dans la durée sont les mêmes d'un côté comme de l'autre. Voilà, je sais ça, oui. Oui, pardon. Juste une parenthèse, en fait, je crois que nous aussi, nous sommes sous l'emprise de vos mots et de votre voix, car je n'ai
aujourd'hui tout le monde. D'ailleurs, d'actualité, justement, les magistrats sont présentés aujourd'hui à propos de cette affaire actuelle comme ayant poussé à ce qu'il y ait une peine de plus de 10 ans, ce qui rend difficile le fait de diminuer la peine, alors que cette femme était depuis 47 ans violée, battue, ainsi que ses filles. Et donc, ça serait quoi, un déni du monde judiciaire? Comment est-ce que tu expliques ce qui s'est passé là et qui semble, pour tout le monde, être une injustice ignoble? Ou alors une... Alors, c'est pas enregistré, hein. Si, c'est ça. Bon, bah alors, je peux rien dire. Oui, il y a peut-être aussi la question du droit de donner la mort. Non, mais attendez, je vais répondre à côté, parce que sinon, je peux pas vous dire ce que je pense, mais ça rejoint quand même assez ce que tu racontes, mais bon, même totalement. Je vous ai expliqué au début que pendant des siècles, la société dans son entier, et la justice en particulier, a totalement fermé les yeux. Je vous donne un exemple. Je préfère, plutôt que de vous faire des grands discours théoriques, vous parler de choses concrètes. Pour vous donner un exemple. Parce que j'étais là précisément quand ça a basculé. Un jour, les parents d'une jeune fille qui devait avoir 17 ans, ça se passait du côté de Melun, se constituent partie civile. Devant moi, j'étais doyen des juges d'instruction. En me disant, notre fille, a été violée. Samedi dernier, elle allait au bal, elle était avec ses copains, ils étaient en voiture. Et puis, tout d'un coup, le soir, au moment de rentrer, plutôt que de rentrer, ils l'ont violée tous les 4. C'était une famille parisienne. L'affaire se passait dans un petit village de Seine-et-Marne que je ne citerai pas. Les jeunes étaient connus des gendarmes du coin. Famille plutôt honorable, enfin bon, des gens tranquilles. Et les enfants, bon, bah, c'était les enfants des parents qu'on côtoyait à la messe, au bar, au match de foot, etc. La fille, elle s'habillait comme une Parisienne. Et ben, s'est fait violer. Bon. Exactement. Oui, mais elle l'a cherché. Et alors, vous dites ça, effectivement, c'est ce que les gens pensent, mais moi, ce que je veux dire, c'est aussi, tout à l'heure, je parlais du sentiment de culpabilité, c'est ce que la victime finit aussi par penser. Ça fait partie, c'est un des éléments de l'emprise que j'ai laissé de côté, à tort d'ailleurs, mais bon, voilà. Et donc, quand les parents me disent, eh bien, on veut déposer plainte, je regarde, est-ce qu'il y a eu une plainte? Ben oui, ils ont déposé plainte. Ils ont été à la brigade de gendarmerie. Et les gendarmes ont dit, alors qu'ils avaient tout, enfin le récit, moi ensuite j'ai fait une instruction qui a duré 2 ans, ce que j'ai apporté c'était exactement ce qu'il y avait dans le dossier au départ. Mais quand les gendarmes ont établi leur procès verbal, et quand le procureur de la République a vu la procédure qui arrivait devant lui, il s'est dit, bon non, on était en 1975. J'insiste très lourdement là-dessus. On était en 75. Et donc il dit, bon non, elle l'a bien cherché. Voilà. Enfin, c'est ce qu'il pense. Par contre, ce que je vois, c'est que la fille avait été emmenée dans la voiture des 4, et que la seule poursuite qui avait été exercée, c'était quand même un comble, c'était une poursuite pour conduite sans permis, parce que le jeune qui avait conduit la voiture n'avait pas son permis. Ça, c'est pour ça que je m'en rappellerai toute ma vie, si vous voulez. Comment un viol se traduit par une poursuite pour conduite sans permis. Et donc, moi, si vous voulez, je représentais cette génération ou simplement la société qui était en train d'évoluer. Enfin, je dis pas ça du tout pour me faire plaisir, mais c'est parce que il y a eu des évolutions qui sont traduites chez des hommes, qu'ils soient médecins, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient ce qu'on veut. Voilà. Et donc je me suis dit, bah, c'est scandaleux. Enfin, et j'ai donc instruit, j'ai mis en examen, inculpé à l'époque ces gens-là, j'ai fait tout le travail qu'il fallait faire. J'ai d'ailleurs mis en détention les jeunes. Et ils ont été jugés et condamnés par la cour d'assises. Voilà. Si j'insiste là-dessus, c'est précisément pour vous faire comprendre comment on peut passer d'un déni majeur, absolu, scandaleux, à une réalité que théoriquement, aujourd'hui, on connaît. Mais
Vous savez, les mentalités collectives n'évoluent pas comme ça du jour au lendemain. Les révolutions de mentalité collective, ça n'existe pas. Ce sont des choses qui sont extrêmement lentes dans tous les domaines. Et je pense que l'exemple que vous venez de citer est l'illustration de ça. Alors simplement, comme il nous reste 30 secondes... Non, il reste 7 minutes. 7 minutes, oui. Oui. Juste en 2 secondes, vous dire que je voulais vous parler de l'emprise individuelle, parce qu'évidemment, c'est énorme et ça nous concerne tous. Mais l'emprise collective est quelque chose de tout aussi important d'un point de vue historique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social. Et il ne faut pas s'imaginer qu'un individu seul peut exercer cette emprise, c'est-à-dire considérer l'autre comme un objet et non pas comme un sujet. Et j'allais presque dire, l'emprise collective est tout aussi nuisible, tout aussi destructrice pour l'humanité que l'emprise individuelle. Simplement, il s'agit de population, il s'agit de secteurs entiers de population, il s'agit de pays... Enfin, j'aurais eu le temps, je vous aurais cité Hannah Arendt et bien d'autres sur le totalitarisme, mais à l'époque, c'était l'URSS, c'était le nazisme qu'elle avait isolé. Voilà. Aujourd'hui, on pourrait ajouter bien d'autres pays. Et effectivement, enfin, comment vous dire, l'emprise est d'une actualité mais brûlante, l'emprise collective. Et on pourrait citer ne serait-ce que effectivement l'État islamique, Daesh, ce qu'on appelle les sectes, mais la radicalisation. Et ce qui est terrible, juste là je termine, c'est qu'aujourd'hui face à ça, on est tout aussi démunis qu'il y a 30 ans ou 40 ans, quand on était face à l'émergence de ces victimes d'emprise individuelle. Et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on nous propose, c'est des systèmes, j'arrive jamais à le dire, c'est la déradicalisation, tiens, je suis parvenu, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas. C'est terrible, on ne sait pas, mais on va quand même créer des centres pour ça, avec des gens dont on nous dit qu'ils savent comment on opère. Enfin, pour vous dire quand même que, on connaît le phénomène de l'emprise collective, et on imagine qu'on a les recettes pour ça. Et on se trompe lourdement. Voilà, si je peux dire que ça. Allez, madame. Bien, il y a peut-être encore un autre stade dans le déni à franchir, parce que quand vous avez parlé de la torture, j'ai eu l'impression que vous n'étiez pas encore pleinement dans la torture. Le propre de la torture, c'est de détruire le plus possible, de faire souffrir et de désespérer le plus possible quelqu'un qui ne peut pas s'échapper tout en l'empêchant de mourir. Et à ce moment-là, bien sûr, la confrontation avec la mort est inévitable, mais c'est une confrontation qui apparaît à la victime comme totalement impossible. Son plus vif désir est de pouvoir mourir, et cette chose, on l'en prive. Donc le monde se disloque, l'enfer est absolu. Ça dure le temps de la torture, me direz-vous, si on s'en sort. Mais là, je pense qu'on n'est pas prêt du tout, parce que vous avez parlé du crime sexuel. En ce qui me concerne, je crois savoir ce que ça signifie il y a longtemps. C'est loin d'être la chose la plus terrible. Et si je dis ça, c'est pas du tout pour banaliser le crime sexuel. Je pense que c'est une abomination. Mais il y a pire, et c'est indénonçable en Occident. Alors, oui, tout à l'heure, je vais au Comité européen contre la torture. Vous voyez, c'est pas tout simplement parce que, comment vous dire, pour moi, la torture est un phénomène majeur de nos sociétés et de l'humanité. La torture, c'est effectivement ce que vous avez décrit, mais on pourrait encore... moi, j'ai écrit un bouquin il y a 5 ans, un bouquin de philo, ça s'appelle « Pourquoi la torture ? Pourquoi ?» Voilà. Et j'ai pas de réponse. Hein. Enfin, si vous lisez le livre pour avoir la réponse, vous serez déçus. Tout ce qu'on peut dire, c'est simplement comment ça se passe, quels sont les dégâts. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que moi, je travaille avec des organisations qui essayent de restaurer les victimes, d'essayer de les traiter. Enfin, je travaille notamment avec le centre Primo Levi à Paris, qui est vraiment, totalement exemplaire. Enfin, c'est extraordinaire. Si j'avais le temps de vous dire ce qui est entrepris par ces gens qui sont essentiellement des psychologues, des médecins, des psychiatres, un petit peu de juristes, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, on met vraiment toutes les ressources des sciences humaines aujourd'hui pour essayer de sauver ces gens-là. Et quand vous dites, juste dernière réponse, que la société aujourd'hui se tait, non.
Moi, je travaille avec notamment l'ACAT, qui est une organisation de lutte contre la torture des chrétiens, mais enfin, il y a aussi Amnesty International. Et la lutte contre la torture aujourd'hui, contre ce phénomène d'emprise à la fois collective et individuelle, est une lutte qui est menée par des hommes et des femmes qui sont de simples citoyens. Parce que, évidemment, il y a les États pour lutter contre ça, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui commet les actes de torture? Les États. Donc compter sur les États pour lutter contre les États, c'est parfois un peu délicat. Donc restaurer ces gens, les aider, non pas éradiquer la torture parce que c'est impossible, mais simplement la faire reculer, c'est aujourd'hui l'œuvre de citoyens dans le monde entier. Et si on peut être utile, c'est précisément en les rejoignant, et Dieu sait qu'il y a suffisamment d'associations pour ça. Alors, Madame, la dernière question. Oui, vous avez décrit tout à l'heure l'histoire d'un viol collectif, qualifié dans un premier temps d'erreur judiciaire, puis de déni. Alors, si ce n'est aux agresseurs sexuels, ma question est, à qui profite ce crime de déni? À la société et aux agresseurs sexuels. Oui, mais est-ce que vous pouvez développer? Oui, je peux développer. Pourquoi croyez-vous que pendant des siècles et des siècles, on n'a rien dit? Pourquoi? Qui est-ce que ça a arrangé pendant des siècles? Parce que le soubassement de l'emprise, c'est un soubassement idéologique. Derrière le viol commis par le mari sur sa femme, il y a quoi? Il y a des siècles de domination masculine. Vous vous rendez compte ce que c'est? Des siècles et des siècles, et nous, on a une petite poussière d'années. Donc, pendant des siècles, l'homme a fait de la femme ce qu'il voulait. Pendant des siècles et des siècles, on a violé comme on voulait. Enfin, il y avait même, je relisais encore ce matin, enfin, même au Moyen-Âge, enfin, il y avait des viols collectifs qui étaient organisés. On savait, enfin, ça portait des noms d'ailleurs particuliers, un petit peu en fonction des régions, mais les jeunes pouvaient se défouler tranquillement, hein, en allant violer des jeunes filles. Voilà, c'était étonnamment. Le viol de guerre, quand même. Le viol de guerre, c'est un des crimes les plus anciens qui soient, et en même temps les plus actuels qui soient. Et pour beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'anciens militaires qui ont parlé. Le viol de guerre était un droit. Donc il y avait... Enfin, ça se discutait même pas. Vous envahissez un pays, vous le pillez, un, et deux, vous violez. Les femmes sont là pour ça. Et d'ailleurs, enfin, j'ose à peine vous rappeler dans quasiment l'histoire contemporaine, le nombre de viols qui ont été commis pendant la dernière guerre mondiale par les Français en Italie, le nombre de viols qui ont été commis par les soldats américains en France, j'en passe et des meilleurs. Oui, partout. Donc voilà, enfin, ce que je veux vous dire, c'est que c'est admis. C'est admis, et c'est simplement... Pardon, il va falloir qu'on écoute, car nous devons On pourrait quitter la écouter salle. Serge Portelli encore 3 heures, et c'est une bonne leçon. Alors, juste une information avant de quitter la salle. Et également pour ceux qui nous suivent sur Internet, donc à partir de 15h, et pour les autres séances, et demain aussi, nous sommes à l'Aubette. Et puis, merci beaucoup à la librairie Kléber de nous avoir accueillis. À tout à l'heure.